téléspectateurs de Mourchid TV, bienvenue à votre émission Révision qui a aujourd'hui encore le plaisir de recevoir notre éminent professeur M. Kandji, professeur de philosophie au lycée Maurice Delafosse. D'ailleurs, nous sommes ici donc au lycée Maurice Delafosse pour dérouler en tout cas un cours de philosophie sur le domaine 1. Nous avons avec lui, vous vous rappelez bien, l'année dernière, lors de la première saison de Révision, développé avec lui en tout cas des chapitres très intéressants. Aujourd'hui, nous comptons revenir un peu toujours sur le domaine 1, qu'il n'avait pas encore terminé, ce grand champ de domaine 1 de la philosophie. Nous allons peut-être tenter de voir avec lui encore 2 chapitres, s'il le faut, et voir quand même, permettre un peu de fixer ce qui a été déjà jusqu'à-ci avec les élèves. Nous sommes avec des élèves charmants qui viennent en fait d'établissements scolaires différents. Et là, quand même, c'est pour un peu favoriser ce qui fait le charme des révisions, ce qu'on appelle une interactivité avec donc souvent les enseignants, le professeur. Monsieur Kandji, c'est un plaisir de vous retrouver encore ici au lycée Maurice Delafosse pour quand même continuer avec vous ce qu'on avait bien, en tout cas, d'éviter l'année dernière et qui a été vraiment très apprécié par le public. C'est un plaisir. Merci, Monsieur Diack. Merci, chers élèves. Merci, chers amis, chers téléspectateurs de Mourchid TV. C'est toujours un immense plaisir de vous accueillir chez nous. C'est toujours un immense plaisir de participer à cette émission qui, aujourd'hui, est devenue, quoi qu'on puisse dire, une référence au plan national. Et c'est toujours un plaisir également de partager nos moments d'échange avec les élèves, de les partager avec le public, de les partager avec les parents d'élèves, de les partager avec les Sénégalais. Donc nous vous souhaitons véritablement bienvenue à Delafosse et nous souhaitons également à tous les élèves du Sénégal bienvenue dans cette émission Révision. Voilà, M. Kandji, nous allons peut-être, avec vous, peut-être si le temps nous le permet un peu, développer encore 2 autres chapitres qui vont peut-être nous permettre de renforcer les acquisitions de l'année dernière concernant le domaine 1. Est-ce que vous pouvez nous ébaucher un peu ce qui se Oui, merci M. Diack. C'est vrai, l'année dernière, on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Nous avions commencé par le domaine 2 plutôt que le domaine 1, mais il va sans dire que la philosophie procède ainsi. Il y a des approches et des démarches qu'on appelle des approches logiques et non forcément des approches chronologiques. C'est pourquoi nous avons un peu renversé la tendance. Mais j'avoue que nous ne le regretterons pas, et nous ne le regrettons pas du moins, d'autant plus que les thèmes qu'on a eu à voir également dans le domaine 1 étaient des thèmes charnières qui se trouvent véritablement au cœur de notre programme. Cette année-ci, évidemment, comme vous l'avez si bien dit, nous allons revenir un peu en arrière, mais pas pour nous départir de ce qu'on a eu jusqu'ici à installer comme compétences, comme acquis, mais nous allons évidemment y aller dans une suite logique, donc dans une continuité. C'est vrai que le domaine 1 comporte des chapitres extrêmement riches et variés. Et c'est un domaine également fondamental, un domaine aussi, je dois le dire, très crucial, d'autant plus que beaucoup de nos élèves qui nous viennent en classe de terminale et qui n'ont pas eu la chance d'avoir été initiés en philosophie en classe de première, j'avoue qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont aujourd'hui dans le privé, qui ont la possibilité de recruter des professeurs pour initier les élèves en classe de première. Mais nous, malheureusement, nos élèves commencent l'initiation à la réflexion philosophique en classe de terminale. Ce qui fait que le prof a évidemment un grand défi à relever. D'abord, un défi d'initiation. C'est sous ce rapport que nombre d'ailleurs de collègues intitulent ce domaine le domaine de l'introduction à la philosophie. Mais je dois dire que c'est dans l'esprit de l'ancien programme où il fallait introduire la philosophie et permettre à l'élève d'avoir les rudiments de base devant lui permettre évidemment de s'inviter dans le vaste champ de la réflexion philosophique. C'est pourquoi, pour ne pas nous tromper évidemment de cible, nous allons devoir fixer évidemment les thèmes sur lesquels nous aurons à réfléchir. Je dis ce domaine 1-là est intitulé globalement la réflexion philosophique. La réflexion philosophique. Je dois dire également qu'en ce moment de l'année où nous avons dépassé les moments d'initiation, il faut le dire, ces élèves ont entre-temps beaucoup grandi. On n'est plus au mois d'octobre, nous sommes presque, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la dernière ligne droite, même si une ligne droite n'est jamais dernière.
mais il faut dire qu'en réalité, ils doivent être un peu familiers, j'allais dire, à ces différents chapitres. En tout cas, nous en avons 4 principaux chapitres. Je dis ici chapitre 1. Certainement, s'ils ont une bonne mémoire et s'ils ont retenu l'essentiel de ce qui a été dit dans ces différents chapitres, ils devront nous les rappeler eux-mêmes pour nous montrer qu'ils ont bel et bien retenu aussi bien la forme que le fond. Donc, je vous demande, si vous vous en souvenez encore, de nous rappeler l'intitulé du chapitre 1. Hein? La réflexion philosophique. Ah, très bien, merci beaucoup. Donc, c'est la réflexion philosophique et non pas la réflexion philosophique. Très bien, merci. Ça veut dire que ça commence bien. Alors, chapitre 1, il y a quoi? Oui? Voilà, chapitre 1, nous avions origine et spécificité. Origine et spécificité de la réflexion philosophique. Origine et spécificité de la philosophie. Hein? Origine et spécificité de la philosophie. Oui, chapitre 2, il y a quoi? Oui. Il y a les grandes interrogations. Les grandes interrogations philosophiques. Les grandes interrogations philosophiques. Chapitre 3, il y a quoi? Très bien, il y a les enjeux, les finalités et les perspectives. Je vais devoir abréger, on n'a pas trop d'espace. Et les perspectives philosophiques. Et au chapitre 4, il y a quoi? L'idée d'une philosophie africaine, ou si vous voulez, la problématique de la philosophie africaine. Donc, on a ici l'idée, ou si vous voulez, on peut avoir problématique d'une philosophie africaine. Voilà un peu les 4 chapitres que nous avons au domaine 1, que nous avons évidemment eu l'occasion de parcourir ensemble. Maintenant, il n'en demeure pas moins que ça, c'est depuis le début d'année. En octobre déjà, nous avons commencé à travailler sur ces chapitres. Aujourd'hui, nous en sommes presque à la fin de notre programme. Souvent, avec les besoins de l'examen, les élèves ont tendance à oublier ce qu'ils ont eu à apprendre. Mais c'est une très bonne chose et une excellente chose dans ce domaine d'oublier. Pourquoi? Parce que la philosophie ne peut vous servir que quand vous vous départissez de ce que vous avez reçu, appris de vos maîtres. Vous connaissez bien les mots de Hélène Case. Qu'est-ce qu'elle a encore dit sur la culture, pour rappeler un peu le point de départ? Qu'est-ce qu'elle a dit? La culture est tout ce qui reste. La culture est tout ce qui reste. La culture est tout ce qui subsiste quand on a oublié tout ce qu'on avait appris. Vous voyez? Donc, en philosophie, je dois bien dire, pour tous les thèmes que nous aurons l'occasion de voir, il faut les voir avec le maître, mais une fois qu'on a fini de les voir, il faut apprendre à tout oublier. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite philosopher. Hein? Notre brillant présentateur vient tout à l'heure de nous rappeler avec Kant qu'il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre, mais par contre, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Donc, sous ce rapport, évidemment, nous allons apprendre de nouveau à philosopher en essayant de nous départir de façon classique de ces thèmes tels que nous les avons déjà abordés ensemble, mais nous allons essayer de les revoir avec un autre format, c'est-à-dire un format qui nous permet de nous rafraîchir les mémoires. Donc, voilà un peu les 4 chapitres. Qu'est-ce qu'il nous faut ensuite? Maintenant, nous allons essayer de voir les contenus qui se cachent derrière les chapitres. Je dois dire d'entrée de jeu que ce chapitre-là que vous avez vu, souvent même avec origine, on met origine au pluriel, parce qu'en philosophie, tout est question de pluriel. J'allais dire, tout est question de diversité. La question des origines, si on les aborde, vous ne verrez jamais une réponse unilatérale, vous ne verrez pas une façon unique de dire que la philosophie, voilà en quelque sorte son histoire, voilà les conditions dans lesquelles elle est née. Maintenant, à vous de nous rappeler la philosophie. Où est-elle née? Quand est-elle née? Pourquoi est-elle née? Quelles sont les raisons qui ont prévalu à l'émergence et à la naissance de la réflexion philosophique? Qui peut nous le rappeler? Attribue la naissance de la philosophie
Grèce, dans la cité d'Ionie. Oui. Elle était née pour résoudre les problèmes dus à la cité. Oui. Et d'autres parlent de naissance dans d'autres continents, par exemple comme l'Afrique, en Égypte. Oui. Parce que selon plusieurs philosophes ont eu à faire un séjour en Égypte. Oui. Comme le cas de Platon. De Platon, oui. Et c'est pour aussi dire que la philosophie est née dans ces conditions pour venir en aide à l'homme. Oui. Parce que l'homme a toujours su se limiter à ce qu'il faisait, à ce qu'il voyait derrière. Oui. La philosophie est donc venue pour voir ce qui se cache réellement, ce qui est derrière, pour essayer de poser de continuelles questions pour pouvoir satisfaire les besoins de sa raison. Très bien. Vous avez bien campé le débat. Maintenant, qui va nous rappeler maintenant à son tour à quelle période, à quel moment précis la philosophie est historiquement née du point de vue de l'histoire? Qui sont les premiers pères fondateurs de la philosophie? Qui peut nous rappeler ça? Oui. La philosophie est née en Grèce au 6e siècle, dans la ville précisément en Millet. Très bien, dans la cité de Millet, par 3 fondateurs, dont Thalès et ses disciples, qui sont Anaximandre et Anaximène. Très bien. Chacun d'eux défendait leur propre principe. Oui. C'est-à-dire Thalès, son principe était l'eau. Était l'eau, très bien. Anaximandre, lui, il disait que le principe de tout, c'était comment dire? Anaximandre, c'était l'infini. Non, c'était. C'était le nous, hein? L'esprit. L'esprit, en quelque sorte. Et Anaximandre, lui, il défendait que le principe de tout, c'était l'infini, l'illimité. Très bien, très bien. Alors, qui va nous rappeler encore, j'allais dire, l'origine logique, du point de vue logique? Elle a dit du point de vue chronologique qu'elle est née au 6e siècle. Elle nous a rappelé Thalès comme étant l'un des pères fondateurs de la philosophie. Alors, un des premiers sages également de la Grèce antique. Elle a cité évidemment les Anaximandre, Anaximène, Anaxagore. C'est cela qu'on appelle les présocratiques de façon globale. Il y a chez certains historiens ce qui les appelle un peu les sages de la Grèce antique. Il y en a même qui vont plus loin en parlant de 7 premiers sages. Mais c'est tellement discutable que nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de dire voici la liste des 7 premiers sages, d'autant plus qu'il n'y a pas d'accord unanime chez les historiens de dire que c'est tel ou tel. Mais en tout cas, nous retenons Thalès comme étant l'un des premiers sages de la Grèce antique. Il y a d'autres, Bias, Pythagore, Solon, Anaximandre, Anaximène, Anaxagore, d'autres sites Pythagore, Cléobule, Mison, Chilon. Je le cite dans le vague parce que tantôt vous avez chez Platon des références, tantôt vous avez chez Diogène Laërce, tantôt vous avez chez d'autres historiens qui nous citent d'autres noms. Mais on reviendra sur tout cela. Du point de vue logique, quelle est la raison d'être? Qu'est-ce qui a prévalu? Qu'est-ce qui a poussé les premiers hommes à entreprendre une réflexion de type philosophique, du point de vue logique? Elle a parlé de l'origine chronologique de la philosophie. Il a parlé du moins de façon globale des conditions d'émergence de la réflexion, de l'environnement qui prévalait. Maintenant, qui va me rappeler logiquement qu'est-ce qui a prévalu à l'émergence de la philosophie? Logiquement, du point de vue logique. La raison d'être, si vous voulez. C'est pas le discours rationnel. Non, là où on parle un peu de la philosophie, comme fille de quoi? Parce que quand vous dites fille est issue de, faites passer de l'autre côté, fille. La philosophie est fille de quoi? Donnez. Oui? La philosophie, oui? Les filles de l'étonnement. Très bien, et les filles de l'étonnement. Rappelez-nous. Comme que l'homme n'aime pas l'inconnu. Oui. L'inconnu. Il déteste ce qu'il ignore. Oui. Donc, en possédant la raison, ceci l'amène à réfléchir. Évidemment, passe à l'autre, il va renforcer l'étonnement comme étant la fille, la raison d'être de la philosophie. C'est quoi précisément l'étonnement? Que cache le concept d'étonnement? S'étonner, ça veut dire quoi? C'est que l'homme est naturellement curieux. Il a tendance à vouloir savoir tout ce qui l'entoure. Très bien. De ce fait, la philosophie va lui permettre de connaître et d'avoir la liberté de se poser la question, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Oui. Et quel est le premier principe? Si vous voulez philosopher, vous voulez commencer à philosopher, quel est le premier acte que vous devez poser pour montrer que vous voulez philosopher, vous voulez accéder à la connaissance? Oui, ici, on diversifie. Oui. Quelle est l'attitude que quelqu'un qui veut philosopher doit adopter? Le premier acte.
Le premier acte qu'on doit poser, oui. D'abord, un bon philosophe oui. doit être capable de bien se questionner. De bien se questionner. Oui. Oui, mais quand on se questionne bien, derrière le questionnement, qu'est-ce qui se cache? Le doute. Celui qui se questionne, qui se pose des questions, qu'est-ce qu'il dit implicitement? Il y a aussi le doute. Oui, il y a le doute, il y a le questionnement. Mais quand vous posez une question à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que cela suppose? Que toi qui poses la question, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc rappelez-nous, quel est l'acte primordial qu'il faut poser avant de philosopher? Il faut d'abord faire table rase. Très bien, il faut faire table rase de toute connaissance acquise et ensuite remettre en cause. Se remettre en cause soi-même. Ses propres convictions. Très bien. Les vérités premières. Oui. Les idées reçues aussi. Les idées reçues. Très bien. Faites passer derrière. Oui, elle a un mot à dire. Oui. Aussi que pour être un bon philosophe, oui. il faut être conscient de son ignorance. Très bien, il faut être conscient de son ignorance. Parce qu'il y en a qui, peut-être, sont ignorants, mais ne savent pas qu'ils sont ignorants. La prise de conscience de son ignorance est un acte fondamental. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est déjà clair. Oui, oui, il veut revenir. Oui, ici. Oui. Pour philosopher, oui. Il faut d'abord prendre conscience de son ignorance. De son ignorance, très bien. C'est ce qui a poussé Socrate à dire. Oui. Tout ce que je sais, oui. c'est que je ne sais rien. C'est que je ne sais rien. Cette absence de cette ironie socratique, oui. Ce n'est pas une absence de connaissance. Très bien. C'est une reconnaissance de son ignorance. Une reconnaissance de son. Très bien. Vous revenez maintenant dans la course. Ah, encore, vous la provoquez, hein? Oui. Et pour ce qu'il vient de dire, je peux ajouter que Socrate précise sa pensée. Socrate précise ses pensées. Précise, oui. En disant que celui qui ne sait pas et qui pense qu'il ne sait pas se plonge au fin fond de son ignorance. Très bien. Celui qui ne sait pas. Ce qu'il sait qu'il ne sait pas. Et qui sait qu'il ne sait pas. Et qui pense savoir sans savoir. Se plonge celui qui ne sait pas, qui ne sait pas, qu'il ne sait pas. Qui ne sait pas, oui. qui ne sait pas. Et qui pense savoir sans savoir, qui ne sait pas. Plonge au fin fond de son ignorance. Très bien. Très bien. Vous voyez, vous avez rappelé un peu les contextes de façon globale d'émergence de la réflexion philosophique. Je dis, quand on pose la problématique des origines de la philosophie, c'est vrai, il y a une première question qui se pose, c'est où est-elle née? Je suis en train de citer Jean-Pierre Vernant. Quand est-elle née? Où commence-t-elle? Et pourquoi est-elle née là plutôt qu'ailleurs? Vous savez le risque et la responsabilité que l'on prend lorsqu'on dit que la philosophie est née dans la Grèce antique au 6e siècle avant Jésus-Christ. Si vous dites que c'est là où l'activité philosophique, la réflexion philosophique a commencé, c'est comme si vous dites en toile de fond qu'avant le 6e siècle, les hommes ne réfléchissaient pas, les hommes ne pensaient pas, les hommes ne se servaient pas de leur raison. Oui, il nous revient. Oui. C'est pas parce qu'avant le 6e siècle, les hommes ne réfléchissaient pas. Oui. Mais c'est parce que c'est à cette période bien précise que Platon avait systématisé ou conceptualisé le terme philosophie. Oui, mais il faut nous rappeler Platon a systématisé. On a dit 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais à partir de quand Platon a systématisé la philosophie? Au 6e siècle? Non. Au 5e? Non. Au 4e? Hein? Platon. Quelle période? Au 4e siècle. Elle a bien dit au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous nous avez rappelé une chose très importante. Nous venons de dire que la philosophie est née au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et pourtant, Platon, dont il est question ici, et qui a été le premier à systématiser la philosophie, lui, il est du 4e siècle. Il faut aussi rappeler que Platon fut un disciple de Socrate, considéré comme le père de la philosophie. Pourtant, nous venons de dire que Thalès est le premier sage de la Grèce antique, c'est-à-dire le premier à avoir inauguré l'avènement d'une attitude réfléchie à l'égard du monde environnant. Le premier à avoir inauguré l'idée d'un discours de type purement rationnel. Un discours qui va devoir se départir des discours préalables, j'allais même dire plutôt que discours, des récits préalables qui prévalaient dans cette cité. C'est vrai, quand on parle de l'histoire de la philosophie, il y a tellement de choses et tellement d'éléments. Il a rappelé tout à l'heure que même si on dit que c'est les Thalès, les Bias, les Solon et autres qui ont été les pères fondateurs, mais le débat se pose chez les historiens. Vous avez bien fait de nous rappeler l'Égypte. Un grand savant africain tel que Cheikh Anta Diop, qui lui prend au dépourvu les Occidentaux qui ont tendance à dire que la philosophie est née en Grèce. Il dit, mais tenez, cela que vous appelez les pères fondateurs, mais ils ont tous fait des voyages d'études où
en Égypte. En son temps, l'Égypte était presque, j'allais dire, la référence en matière de lieu d'acquisition de la connaissance. Je dis c'est presque comme ce que la France, l'université de Sorbonne, ou bien ce que Harvard sont aujourd'hui à travers le monde. Les jeunes intellectuels, j'allais dire, ceux qui aimaient le savoir et la connaissance, se plaisaient, avaient une fierté à aller en Égypte pour y acquérir la connaissance, parce que l'Égypte avait des atouts sur ce rapport. Vous connaissez tous la civilisation égyptienne, vous connaissez tous ces écritures égyptiennes que l'on traduit par les hiéroglyphes que Champollion a été le premier à interpréter. Vous connaissez tous les exégètes égyptiens qui ne faisaient que des activités d'ordre intellectuel. Vous connaissez tous la proximité que l'Égypte avait avec le Nil et qui leur permettait de développer les premières activités mathématiques. Et d'ailleurs, c'est là où Thalès a été initié en mathématiques. Et quand ils rentraient chez eux, ils étaient fiers d'avoir été en Égypte pour y faire des études. Comme quand un étudiant sénégalais rentre de la France ou rentre des États-Unis avec sa fierté. Donc ces premiers penseurs ont dû aller voyager dans d'autres contrées. Mais de peur qu'on ne pense que c'est seulement en Égypte, il y a d'autres endroits. La sagesse chinoise fait partie des plus vieilles sagesses au monde que l'on a tendance à énumérer comme étant un lieu originel de la philosophie. La sagesse indienne est l'une des plus vieilles sagesses au monde. On a même tendance à rappeler que la théorie de la réminiscence que Platon a posée, il a emprunté quelques éléments de cette théorie chez les Indiens, qui adhéraient déjà à l'idée de ce que l'on appelait la réminiscence. Que les âmes, en réalité, qui sortaient, qui mouraient, ne faisaient que faire des mouvements de va et de vient entre le monde d'ici-bas et le monde l'au-delà. Que le même nombre d'âmes qui a été au départ créé par le Créateur suprême, c'est les mêmes types ou les mêmes âmes qui reviennent, qui mènent une vie ici, qui partent de l'autre côté rendre compte au Dieu et reviennent sur terre. Mais cette théorie-là, d'aucuns disent que Platon en a emprunté une part entière dans la culture indienne. Vous connaissez tous la civilisation babylonienne, vous connaissez tous la civilisation mésopotamienne, mais ces civilisations sont de vieilles civilisations où on a eu des activités intellectuelles, où les hommes ont eu à construire des cités immenses, où les hommes ont fait preuve de capacité, non seulement de s'adonner à des activités scientifiques, à des activités techniques, à des activités technologiques. Et ça, je dis bien, on les a connus bien avant l'émergence de cette civilisation grecque. Donc, pour dire que la question est très discutable, nous ne pouvons pas évacuer unilatéralement la question des origines de la philosophie. Mais en nous rappelant l'étonnement, en nous rappelant les conditions d'émergence, il se trouve que la Grèce, c'est vrai, bien qu'ayant eu quand même à emprunter une part de sa pensée chez les autres cultures, mais la Grèce a eu le mérite, ça il faut le dire, et être humble de le reconnaître. C'est l'autre qui disait il faut rendre à César ce qui appartient à César. La Grèce a eu sa part de participation à l'émergence de la philosophie dans sa cité. Parce que je dis bien, vous pouvez faire votre mayonnaise, mais aller acheter les omelettes en Égypte, c'est bien possible, comme étant une matière séminale. Aller acheter l'huile en Inde, aller acheter les oignons en Chine, aller acheter également les autres condiments en Babylone ou ailleurs. Mais quand vous aurez ramassé tous les éléments, vous revenez en Grèce pour faire votre mayonnaise. Et pour faire de la mayonnaise, mais il faut une expertise. Et on a vu l'expertise des Grecs, quoi qu'on puisse dire, que leur participation à l'émergence de la philosophie ne s'est pas seulement limitée à la philosophie, mais il faut y ajouter les autres sciences. Thalès, que l'on considère comme l'un des premiers sages de la Grèce antique, il est encore considéré comme le père de la mathématique. Pourtant, il a été initié en Égypte. Pythagore nous revient, on aura l'occasion dans la définition de la philosophie de revenir sur Pythagore. Lui aussi a eu sa part de participation, qui a même fondé son école, le pythagorisme, avec également une base, un fondement mathématique. Vous allez en Égypte, le père de en Grèce antique, le père de la médecine, au nom de qui on fait le serment, il s'appelle Hippocrate. Alors, vous avez en mathématiques celui-là que vous nommez souvent dans la géométrie euclidienne. Euclide fut un disciple de Platon.
J'ai envie de dire presque toutes les sciences, quand on cherche les pères fondateurs, Aristote, nous aurons l'occasion de revenir sur lui. Aristote également, il est le père de la métaphysique, il est le père de la logique. Il a été le premier à recenser toutes les sciences qui existaient jusqu'à lui et nous lui devons évidemment toute une place centrale dans les premiers fondements de la connaissance. Je dis, il y a de fortes chances, il y a des raisons probantes qu'en réalité, la philosophie, au-delà des emprunts faits aux autres cultures, que finalement les Grecs aient eu une part de participation essentielle et fondamentale. Parce que je dis souvent qu'un enfant peut être conçu ici au Sénégal, c'est là où la conception s'est réalisée, mais le parent peut attendre le terme de la grossesse et aller aux États-Unis pour y accoucher. Quand l'enfant naît, il devient de quelle nationalité? Américaine, parce que l'enfant est né dans un district américain. On l'écrit dans sa déclaration de naissance. Donc naturellement, il est né, même si la conception s'est passée au Sénégal. Alors donc, il faut reconnaître que malgré, ou bien en dépit des participations des autres cultures et des autres civilisations à l'émergence de la philosophie, les Grecs ont eu le mérite. Vous avez dit qu'elle est née au 6e siècle, mais c'est au 4e siècle que Platon a commencé à systématiser. Systématiser veut dire quoi? Maintenant, on va arrêter avec cette philosophie spéculative qu'il faut simplement théoriser, qu'il faut simplement écrire sous forme de traités, de périphuséos, mais il faut qu'on écrive noir sur blanc la philosophie. Il faut qu'on baptise la philosophie. Et ce baptême, ce premier baptême de la philosophie, Platon l'a fait dans un de ses premiers ouvrages à travers lesquels on a vu déjà de façon explicite le concept de philosophie utilisé et défini de manière très claire. C'est le banquet de Platon. C'est sous ce rapport qu'il devient le premier systématicien de la philosophie. Et pourtant, Platon, il est du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et nous disons qu'elle est née au 6e siècle. Comment gérer ce paradoxe? Je crois que c'est facile. Je dis, quand vous me rappeliez en début d'année que vous étiez né quand? Vous avez dit le 2, c'était combien encore? Le 2, 6e mois ou 9e mois? Le 2, 9e mois à supposer. Quand vous dites le 2, 9e mois, vous avez omis un détail important. C'était quoi? Les 9 mois de grossesse. Pourquoi lorsque vous dites quand vous êtes né, vous n'y ajoutez pas 9 mois? Vous avez né le premier jour où vous considérez c'est votre point de départ, mais vous avez omis 9 mois pendant lesquels vous étiez dans le ventre de votre mère. Qu'est-ce que vous faites de ces 9 mois? Mais ces 9 mois-là sont les 9 mois du processus d'émergence. Donc la philosophie peut naître au 6e siècle, avant le 6e siècle, mais le premier jour où on considère que c'est officiel, le premier jour où on peut considérer la philosophie est arrivé à son apogée. Ça, officiellement, c'est le 4e siècle, parce que ce n'est pas un hasard qu'on dise que c'est Socrate qui en est le père. Maintenant, un père qui serait de loin antérieur au point de départ, parce que 2 siècles déjà de différence, mais quand Socrate vient, il n'est pas père de la philosophie au hasard. Il est dans ce que Cicéron nous rappelle, celui qui a fait descendre la philosophie du ciel des idées à la terre des hommes. Qu'il a fait entrer dans les mœurs, qu'il a fait entrer dans les familles, qu'il a fait entrer dans nos habitudes et qui nous a imprégnés, imposés, forcés à faire du bien une obligation morale et à éviter de faire le mal. Voilà celui-là qui a vulgarisé la philosophie. Voilà celui-là qui l'a véritablement fait entrer dans nos mœurs. Voilà celui-là qui a inauguré une nouvelle ère dans l'activité philosophique, une nouvelle ère et une nouvelle façon de réfléchir philosophiquement. Maintenant, étant donné que nous avons posé ces éléments, essayons de progresser sur la spécificité de la réflexion philosophique, qui peut me rappeler ce que signifie spécificité de la philosophie. Oui? Oui? Après avoir fait l'étalage des origines de la philosophie, très bien. On peut dire que la philosophie, oui, elle est née du refus du mythe. Oui. Par spécificité, on entend le caractère particulier. Particulier, très bien. Il faut dire par spécificité, on entend la particularité. Oui, allez-y. La particularité de la philosophie. Donc, par particularité, on peut dire ici que la philosophie est née du refus du mythe, oui, de la magie. Oui. Puisque tantôt on disait que la philosophie se départit des connaissances mythico par le magico par la magie et religieuse. Très bien. Tous ces domaines que je viens de citer ont quelque chose en commun. Oui. L'irrationalisme. Oui. Parce que la philosophie fonde son socle sur la raison. Oui. Donc, on peut dire avec l'obscurantisme. Oui. L'obscurantisme, c'est le fait de refuser à quelqu'un le savoir sur quelque chose. Oui. L'irrationalisme, c'est le fait de refuser l'autorité de la raison. Très bien. Et
Le dogmatisme. Comme on parle avec la religion, oui. c'est le dogme. Oui, on doit croire à quelque chose sans pour autant se poser des questions. Très bien. La remise en question, donc, dans ce cas, elle est bannie. Très bien. Elle est hostile à l'esprit critique. Oui, qui peut ajouter quelque chose sur les spécificités. Il a bien dit spécificité, particularité. Spécificité, caractéristique, singularité. Alors, vous ajoutez quelque chose sur la spécificité de la philosophie. Par spécificité, on peut comprendre la particularité. Oui. La philosophie, comme il l'a tantôt dit, n'est pas une connaissance religieuse, ni magique, ni religieuse, ni magique, ni mythique. Religieuse, ni mythique. Parce que ces formes de connaissances ont en commun l'irrationalisme, le dogmatisme et l'obscurantisme. Contrairement à la philosophie qui est ouverte et accessible à tous. À tous, oui. La philosophie est personnelle et critique. Très bien. Contrairement à ces autres formes de connaissances qui ne se basent pas sur un raisonnement. Oui, qui ne se basent pas ou qui ne fondent pas leur socle sur la raison. Oui. N'y a-t-il pas de mission? Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de connaissance non philosophique qui n'est pas encore énumérée? Oui, on tourne ailleurs. Oui, derrière, pourquoi pas? Oui. Quelle forme de connaissance particulière n'a pas été citée jusque-là? Hein? La science. Oui, qu'est-ce que vous avez à dire de la science? Comme la philosophie de connaissance sur le rationnel. Sur le rationnel, la raison donc. Hein? Oui. Mais il y a aussi certaines différences. Oui, les différences, lesquelles? Parce que dans le domaine scientifique, il y a plus de réalisations. D'où les scientifiques font certaines critiques aux philosophes. Ils disent que la philosophie, c'est une réflexion. Une simple réflexion, abstraite, spéculative. Ce ne sont que des théories. Voilà. D'accord. Nous y reviendrons sur cet élément-là. Vous avez quelque chose à ajouter ici? Oui, allez-y. Oui, prenez. Oui. Ces critiques de la philosophie font avancer la philosophie. Font avancer la philosophie. Oui, particulièrement les critiques que la science vient de lui adresser. Oui, c'est ce que vous voulez ajouter. Oui, ici, vous voulez ajouter quelque chose? Particularité, caractéristique, singularité et spécificité de la philosophie. Bon, ce qui fait aussi la spécificité de la philosophie, c'est sa particularité vis-à-vis des autres formes de connaissances qu'on vient de numérer. Par exemple, par rapport à la science. Pour ce qui s'agit de la science, pour faire de la science, il faut une méthode d'investigation. Une méthode, très bien. Un champ d'application, c'est-à-dire un objet d'étude. Très bien, un objet d'étude. Et comment dirais-je? Il faut également les méthodes. Il y a peut-être l'objectivité. Elle est objective. Alors, c'est ce qui fait la différence de la philosophie. Oui. Parce que la philosophie, si toutefois elle se tente à chercher une méthode d'application un objet d'étude, elle va s'emmurer, elle va s'enfermer. Est-ce qu'elle a un objet d'étude, la philosophie? Oui. Quel est son objet? Son objet d'étude est différent de celle de la science. Oui. Elle n'est pas palpable. Elle n'est pas palpable, ok. C'est le cosmos, l'univers, l'univers, la raison, le monde, la raison, l'homme. Tout ce qui n'est pas palpable en tout cas. Oui. Et si cela est fait comme la science, la philosophie risque de s'emmurer, de s'enfermer, de plonger en dogme. Et ce qui n'est pas bien pour l'avancée. Ce qui n'est pas bien pour son sort, pour son avenir. Mais il y a un élément que je n'ai pas encore entendu sur les éléments, parce qu'il a dit les connaissances mythico-magico-religieuses. Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de connaissance dont vous avez fait abstraction? Prenez le micro. Oui, c'est quoi? C'est le sens commun. Le sens commun. Qu'est-ce que vous entendez par sens commun? Oui, à côté. On entend par sens commun les fausses certitudes, les préjugés, les superstitions, les idées non fondamentales. Très bien, non fondamentales. Donc, les idées qui ne fondent pas leur socle sur la raison. Vous ajoutez quelque chose? Dites-le, oui, allez-y. Oui. Le sens commun, c'est la manière de penser à une société. Très bien, ajoutez la manière, puisqu'il y a sens commun, la manière commune, voilà, de penser d'une société. Oui, la manière commune de penser d'une société. Revenons ici. Je voudrais faire une précision. Très bien, j'aime bien les précisions.
sur la différence que les élèves ont faite. Oui. Entre la philosophie et la science. Et la science, précisément. Hein? Oui. Oui. La philosophie, oui. Elle est une méthode de recherche. Oui. Donc, comme le disait Kant, elle est zététique. Elle est zététique, très bien, elle est zététique. Alors que la science, elle est heuristique. Elle est heuristique. Heuristique veut dire? Heuristique, donc elle use de procédés. De procédés, une activité de recherche qui use de procédés particuliers. Très bien. Mais tandis que zététique signifie une méthode de recherche qui fonde son socle sur la raison. Très bien. Oui. Mais hormis cette particularité, oui. on peut dire que la philosophie, moi, en ce qui me concerne. Très bien, c'est toujours en ce qui te concerne parce que vous avez dit tout à l'heure que la philosophie est personnelle. Oui. Dans une certaine mesure, on ne peut pas le départir de la science. Très bien. Même avec ses procédés. Oui. Car la science use de procédés qui sont conformes à la raison. À la raison. Un scientifique, oui. Quand il fait une chose, il peut te le démontrer de telle sorte que tu sauras au moins que ce qu'il a fait, c'est conforme à la raison. Oui. Il a bien démontré. Très bien, très bien. Vous avez bien dit. Goethe a dit, c'est ici la rose, ici il faut danser. Ce que la science fait ne sort pas de la logique rationnelle. Parce que les méthodes, les moyens d'investigation qu'utilise la science nous permettent toujours de comprendre. Il n'y a pas ici une part d'irrationalité. D'autant plus que je dis, quand vous entendez souvent, par la magie de la science, aujourd'hui nous arrivons à parler à la radio, nous arrivons à parler à la télé et nous arrivons à faire une émission ici avec Mourchid TV. Parce que vous voyez, les moyens matériels sont là. Si vous ne comprenez pas comment on a réussi à faire en sorte que du lycée mixte de la Fosse où on faisait notre cours de philosophie, tout le Sénégal peut accéder à ce cours, mais la science peut vous expliquer comment on a fait pour que les choses se réalisent de la sorte. Si c'était la magie, si c'était le mythe, vous n'aurez pas d'explication. Le magicien ne vous dira jamais ses procédés. Je dis le magicien, c'est celui qui procède par ce que l'on appelle la prestidigitation. C'est-à-dire il fait des tours de passe-passe. Le magicien peut se permettre d'avoir ce petit morceau de craie. Il vous dit, regardez, vous avez bien vu que c'est un morceau de craie. Tour de passe-passe. Le magicien a fait un plat de poulet pané qui permettra aux serreurs qui déjà ont très faim de commencer à se régaler. Demandez au magicien comment il a fait pour faire de morceaux de craie un plat de poulet pané. Il ne vous le dira jamais. C'est pourquoi on dit que les procédés de la magie sont un peu des procédés obscurs. Et obscur n'est pas loin de obscurantisme, où on n'explique pas sous l'angle, sous le regard de la lumière de la raison, comment on a fait pour réaliser la chose. On dirait que Diagne est très alerte. On revient vers lui. Oui. Puisqu'on a tenté de faire une définition par négation de la philosophie, très bien. On a commencé d'abord par énumérer les différentes formes de connaissances qui sont différentes de la philosophie. Oui. Dans ce sens, on ne peut pas dire que la philosophie n'est qu'une simple spéculation. Oui. Parce que les philosophes, en ce qui me concerne, ils ne font que parler. Ils ne font que parler. Dans ce sens, on ne peut pas dire que la philosophie doit être un art de vivre. Un art de vivre. Oui. Oui, pourquoi pas? Mais je dois avouer, si nous cherchons toujours à rester dans notre logique, on a dit spécificité, il y a de fortes chances que vous nous invitiez un peu à sortir des spéculations philosophiques. Mais c'est vrai, avant d'en arriver à ce stade, il faut juste repréciser certains éléments. Et maintenant, lorsque vous dites la philosophie est un art de vivre, vous êtes en train de prendre la responsabilité historique, soit de définir la philosophie comme un art de vivre, et de refuser d'en faire une spéculation. Mais avant d'en arriver à ce stade, je dis il faut d'abord ramasser les différents éléments qu'on vient d'énumérer, parce que dans la différence qu'il y a entre la philosophie et les autres formes de connaissances philosophiques, c'est vrai, chaque connaissance peut être énumérée séparément. On aurait pu entrer dans les détails, vous verrez que dans les rapports entre philosophie et mythologie, il y a tout un tas de problèmes à poser, surtout en rapport avec les procédés qu'utilise le mythe, qui dans ses caractéristiques fondamentales générales, on le voit, il est surnaturel. Le mythe est extravagant, le mythe est extraordinaire, le mythe est étrange. Donc le mythe, en réalité, n'use pas des procédés rationnels, c'est un récit imaginaire qui cherche à décrire les phénomènes sans pour autant que ce récit ait son fondement sur les forces de la raison.
Alors, vous avez encore les rapports entre philosophie et religion, vous l'avez rappelé tout à l'heure. La religion fonde son socle sur un ensemble de dogmes. Dogmes établis par un être suprême qu'on considère le Dieu comme l'autorité suprême de la religion, qui, en réalité, ne nous permet pas d'accéder à la vérité par des procédés rationnels ou critiques, mais nous donne la vérité sous forme de révélation. C'est tout le sens que vous avez avec les textes sacrés, où Dieu nous dicte la vérité à travers des intermédiaires qui en sont ses représentants qu'on considère comme des prophètes. Donc l'homme n'a pas ici une part de participation à l'établissement de la vérité, mais c'est le Dieu suprême qui est le garant de cette vérité et qui le révèle à des hommes de son choix, qui peuvent être des prophètes, mais même quand ils sont des scientifiques, c'est encore Dieu qui choisit à qui il doit donner cette connaissance. Vous avez également le refus de la critique par la religion, mais je reviendrai sur ça. Vous avez dit la magie également, ces procédés ne sont pas rationnels, la raison n'y comprend rien et on ne nous expliquera pas, sinon le mythe de la magie risque de s'effondrer. Et vous avez parlé tout à l'heure du sens commun, elle a bien dit le sens commun, vous avez deux éléments, le mot sens et le mot commun. Comment c'est toutes les idées que nous avons en commun lorsque nous vivons dans une société. Il y a des valeurs, il y a des us, il y a des coutumes, il y a des pratiques, il y a des traditions, il y a des superstitions, il y a des préjugés, il y a des idées reçues venues de nos parents, venues de la société, venues de la famille, venues des autres. C'est sous ce rapport d'ailleurs que vous entendez Bachelard, quand il dit l'opinion ne pense pas, elle traduit des besoins en matière de connaissance. C'est par oui dire, on a dit, il semblerait que, etc. Vous avez encore, je dis bien, énuméré le cas de la science. Et vous avez bien fait de recadrer. C'est vrai, du point de vue historique, j'ai dit tout à l'heure si on se fie à Edmond Husserl, lorsqu'il dit que la philosophie est la science du tout du monde, je dis tout avec T-O-U-T, c'est la connaissance totalitaire. De l'unique totalité qui embrasse tout ce qui est. À sa naissance, quand elle venait juste de naître, mais en réalité, l'être, ce qu'il y a à connaître, était considéré comme un être unique qu'on ne pouvait pas synthétiser en une diversité d'êtres. Et le but de la philosophie, quand je vous demandais quel est son objet, vous avez dit l'univers, le cosmos, l'homme, l'histoire, etc. Il fallait encore préciser que la philosophie n'a pas d'objet propre. Vous ne pouvez pas dire la science, par exemple. Lorsque vous parlez de biologie, bios, vous avez vie, vous avez vivant. Vous pouvez dire son objet, c'est le vivant. Quand vous parlez de cosmologie, vous pouvez dire cosmos, univers. Vous pouvez dire son objet, c'est l'univers. Quand vous parlez, par exemple, de géologie, géos, vous pouvez dire la Terre. Donc son objet, c'est l'étude de la Terre et de ses différentes stratifications. Quand vous parlez de n'importe quelle science mathématique, son objet, c'est les nombres et les figures. N'importe quelle science, il y a un objet précis. Mais la philosophie, c'est quoi son objet? C'est quoi précisément son objet? L'homme. Aristote dit qu'elle n'a pas d'objet propre. Parce que si vous lui trouvez un objet propre, vous allez, comme qui dirait, régler un problème qui est loin d'être réglé et qui n'est pas encore posé. J'ai bien compris là où vous voulez nous inviter. Vous allez régler le problème de sa définition. Toutes ces sciences, on pourrait les définir. On peut les définir parce que nous connaissons leur objet. Et la définition est en rapport avec l'objet et la finalité. Mais la philosophie, elle, quel est son objet? J'ai dit son objet, c'est l'être. Quand vous dites l'être est l'objet de la philosophie, je vous pose la question pour voir si elle a un objet précis. Que veut dire l'être? L'être signifie tout ce qui est. Alors, vous avez dit que l'objet de la philosophie, c'est l'être. Or, l'être, c'est tout ce qui est. Mais qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui est? La table est-elle un être ou n'est-elle pas un être? Si, elle est un être. Alors, quel être est? Hein? Quel type d'être est-elle, la table? Hein? De la matière, oui, mais quel type d'être précisément? Dans la catégorie des êtres. C'est un objet. Comment? Animé ou inanimé? Vous êtes inanimé. Alors, vous avez ici dans la liste ce qu'on appelle les êtres inanimés. À côté des êtres inanimés, vous avez d'autres types d'êtres. C'est les êtres humains. Animés. Alors, les êtres animés, je ne suis pas encore chez les animaux, mais rien que dans la liste des êtres inanimés, vous avez les objets et les choses. On a une fois polémiqué sur objets et choses, parce que la chose est plus abstraite, tandis que l'objet est plus concret du moins. Alors, les êtres animés, vous avez dans cette liste des êtres animés, quels sont les êtres animés que vous connaissez?
L'homme est un être animé. Quel type d'être est-il? Un être humain, un être vivant, un être rationnel. Mais avant l'homme, les êtres animés, les animaux. Alors, il a dit homme, vous avez dit animaux, il reste quel autre être? Les végétaux. Alors, voyez, les végétaux sont des êtres vivants, non? Vivants et végétatifs. Les animaux sont vivants, non? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les végétaux? Ils sont animés, mais qu'est-ce qu'ils ont? La mobilité et la sensibilité. C'est des êtres sensitifs. Si vous donnez un coup de pied à un chat ou à un chien, mais il va crier et va disparaître. Si vous lui jetez de l'eau chaude, il va crier. Tandis que vous êtes jeté de l'eau chaude sur un arbre, est-ce que l'arbre va crier? Il ne va pas bouger. Il est végétatif, mais il n'est pas sensitif. L'animal, il est végétatif, il est sensitif. Et l'homme, est-il végétatif? Oui. Est-il sensitif? Oui. Si. Et qu'est-ce qu'il a de plus que les animaux? La raison. La raison, il est encore rationnel. Vous voyez, c'est sous ce rapport que vous voyez la hiérarchie. Alors, après les êtres animés, les êtres inanimés, vous connaissez quel autre type d'être? J'ai parlé tout à l'heure des mathématiques. C'est quel type d'être? Les objets. Des êtres? Très bien, des êtres abstraits. Abstraits. Alors, vous dites les nombres et les figures. 1, 2, 3, 4. Vous les avez jamais vus une fois? Carré, triangle, rectangle, losange. Vous les avez jamais vus dans la nature? C'est des abstractions. C'est des figures qui n'existent qu'à l'idée de penser. Alors, voilà l'angle sous lequel, évidemment, je dis bien et je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, les mathématiques sont une science abstraite. Vous le dites, je sais qu'il y a des mathématiciens qui vont se fâcher, parce qu'ils passent tout le temps à critiquer la philosophie en disant elle est abstraite, elle est abstraite. Mais qui est plus abstraite? Ou qu'est-ce qui est plus abstraite que la mathématique? 1, 2, 3, 4, 50, 1 million, 100, 1 milliard, ça existe où? Nulle part, que dans l'esprit. Vous connaissez ce qu'on appelle l'équateur. Existe-t-il réellement l'équateur? Vous connaissez l'atmosphère, cette couche d'air qui entoure la Terre. Vous le connaissez concrètement comme être. Alors, c'est des êtres abstraits, oui. Vous avez une chose à ajouter? Donc, quand vous dites que les mathématiques sont abstraites, donc vous voulez dire que toutes les démonstrations qui ont été faites par les mathématiciens ne sont pas la réalité? Non, ce n'est pas en rapport avec la réalité, mais en rapport avec la raison. Les démonstrations mathématiques, un être doué de raison peut les comprendre. Mais c'est d'abord du point de vue rationnel, pas encore du point de vue concret. Quand vous faites les mathématiques avec vos propres, regardez, on vous dit tracez une ligne droite. Dites-moi honnêtement, est-ce que vous pouvez tracer une ligne droite ici au tableau? Dans la définition d'une ligne droite, quelle est sa caractéristique fondamentale? Les deux extrémités? Infinies, illimitées. Pouvez-vous me tracer une ligne droite ici au tableau? Pourtant, les mathématiciens et les profs de mathématiques, j'aurais bien qu'ils s'invitent dans ce cours, mais ils passent tout leur temps à tracer des lignes droites au tableau. Mais ligne droite, dans sa caractéristique essentielle, c'est une ligne qui n'a pas de borne infinie dans les deux extrémités. Et pourtant, on réussit à les tracer au tableau. Ce n'est que par l'imagination qu'on prolonge l'infinité. Mais vous n'aurez jamais possibilité de le faire au tableau. Quand, par exemple, je dis, oui, j'ai des élèves très drôles, vous dites, oui, monsieur, je connais un, je connais deux. Je dis, qui est un, ils viennent au tableau, ils lui mettent 1, 2, 3. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Elle dit c'est 1. Ça, c'est quoi? Est-ce l'être de 1 une représentation? C'est une idée simplement abstraite, une figure qu'on vient de nous tracer. Mais pas 1 en chair et en os. Pas 2 en chair et en os. Pas 3 en chair et en os. Donc je dis, pour me résumer sur ce chapitre, que la philosophie, sa différence avec la science de façon globale, n'est pas une différence fondamentale. Cette différence n'interviendra réellement qu'au XVIIe siècle avec la rupture entre philosophie et mathématiques. Mais à sa naissance, alors que la philosophie venait de naître, on ne pouvait pas réaliser une différence entre philosophie et science, d'autant plus que le philosophe était celui-là qu'on appelle le savant, et le savant est celui-là qu'on appelle le philosophe. Vous avez dit tout à l'heure dans les origines et les pères fondateurs de la philosophie, vous n'avez pas cité Thalès, vous n'avez pas cité Pythagore, vous n'avez pas cité Euclide, vous n'avez pas cité, comment il s'appelle encore, le serment d'Hippocrate. Ces grandes figures que vous énumérez, Pythagore, ils ont été de grands scientifiques, j'allais dire de grands savants, et ils ont pourtant été les grands philosophes. Le même Platon, qui est le premier systématicien de la philosophie, n'a-t-il pas écrit au fronton de son école que nul n'entre ici s'il n'est géomètre?
Ça veut dire, dans le langage de la nature, il y a ce qu'il appelle le monde sensible, il y a ce qu'il appelle le monde intelligible. Et Platon dit, entre le monde sensible et le monde intelligible, il y a les mathématiques comme intermédiaires. Personne ne pourra devenir philosophe s'il ne comprend pas le langage de la nature. Or, le démiurge, le Dieu suprême, quand il créa le monde, il l'a d'abord, dans son entendement infini, représenté sous forme de formules mathématiques. Dieu a conçu le monde dans son imagination. Dieu a fait un plan de la nature. Et pour faire un plan, dessiner, avoir une idée de ce que je veux concevoir, il faut nécessairement recourir aux mathématiques. C'est pourquoi il dit, nul n'entre ici sur les géomètres. Si vous n'avez pas été forgé à l'esprit mathématique, il vous sera difficile de faire de la philosophie. Donc cette abstraction mathématique nous sert à quelque chose parce que ça nous permet évidemment de nous préparer aux abstractions et aux spéculations philosophiques. Voilà, en tout cas, professeur, on vient d'écouler plus ou moins. Hein, de peur que notre tableau ne soit inachevé. Oui. Il y a un être suprême qu'il fallait ajouter également. Il y a également des êtres interstellaires. De peur que notre tableau interstellaire ne soit inachevé. Les êtres interstellaires, c'est les esprits. Vous avez dit les anges, vous avez dit les démons, vous avez dit les autres êtres qui existent, mais qui n'existent pas physiquement, mais qui ont une existence inouïable, immatérielle. Parce qu'encore une fois, c'est un de mes collègues en mathématiques qui me le rappelait, M. Charlot Faye, qui me dit en réalité ce monde est loin, M. Kandi, est loin d'être ce que nous pensons. Ce monde est peuplé. Peuplé de quoi, me dit-il? Peuplé d'êtres invisibles. Vous pensez, M. Kandi, que nous sommes les seuls à être ici au monde? Dieu devrait être trop seul si nous étions les seuls à être dans ce monde. Et quand vous entendez un grand homme de science ou savant ou saint vous dire « Demain, si Dieu ne dépendait que de toi pour avoir quelqu'un pour le tenir en compagnie, Dieu devrait être trop seul. » Parce que l'infinité du monde est telle que, imaginez-le, dans tous ses rapports et dans tous ses angles. Il me dit une droite infinie. Ce n'est pas une droite infinie, c'est un monde infini. Il dit l'infini, c'est comme quand vous mettez un point. Le monde est infini, il dit voilà ce que signifie infini. Prenez-le dans tous ses sens et dans tous ses angles. Ce monde-là est infini. Et vous placez l'homme où? Vous placez l'homme ici et vous pourrez penser qu'il est le seul à être sur terre. S'il était le seul, Dieu doit être trop seul. Il y a d'autres êtres. Et ces êtres sont interstellaires. C'est des esprits qui peuplent le monde et qui donnent à Dieu véritablement de quoi animer, rythmer cet univers. Donc entre le Dieu comme être suprême que l'on ne peut saisir que par la pensée, entre l'homme comme être rationnel, il y a d'autres types d'êtres. C'est des êtres spirituels qui n'ont pas notre particularité d'être à la fois et d'esprit et de corps. Et la philosophie, et je dis, fait de l'être son objet d'étude. Ça veut dire quoi? Elle est la science du tout du monde. Elle est la science de l'unique totalité. Aristote dit, elle est une connaissance totalitaire, encyclopédique. Ça doit être une folie. Mais voilà l'ambition et la vocation que se propose d'atteindre et de réaliser la philosophie. Voilà pourquoi je dis dans notre programme, oui, on se propose un objectif évidemment très lourd et très chargé. Et vous avez vu, on en est qu'au chapitre 1. Qu'au chapitre 1, malgré tout ce qu'on a dit jusque-là. Parce que si la philosophie fait de l'être son objet, ça veut dire qu'il y a trop de choses à étudier. Il y a trop de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Ça ne finira jamais. En tout cas, on est encore très honoré, professeur. Justement, en tout cas, peut-être pour nous résumer, est-ce que on peut dire que la philosophie, quelque part, comme les élèves viennent de le témoigner, est une réflexion critique sur la totalité de l'expérience humaine. Oui. Oui. Donc il s'intéresse sur tout ce qui existe. Tout ce qui existe, il ne faut même pas dire tout ce qui existe, dites simplement tout ce qui est, d'autant plus que ce qui existe est dans l'être. D'accord. Ce qui existe a la particularité d'exister concrètement. C'est ce que Heidegger appelle le Dasein. Okay. Cette table existe parce qu'elle est là en tant que table. Pourtant, elle a son existence, elle a son être. Est-ce que c'est pas donc l'être, c'est plus global. Mais donc c'est une entreprise vaste. D'ailleurs, il a voulu un peu me faire tomber dans ce travers. J'ai contourné. Parce que si on s'engage dans cette piste, nous risquons de sacrifier énormément d'éléments sur lesquels il fallait d'abord pointer du doigt avant de revenir sur les critiques pertinentes qui seront en fin de compte adressées à la philosophie. Parce que d'être là et de dire que son objet c'est l'être, comment l'homme fini, limité qu'il est,
peut-il épuiser la totalité de l'être? C'est pourquoi quelqu'un comme Jaspers, très intelligent d'ailleurs, a préféré à la place d'Aristote qui dit que la philosophie est une connaissance encyclopédique totalitaire, Jaspers dit simplement qu'elle est une réflexion sur la totalité de l'expérience humaine. Et il est beaucoup plus possible humainement de réfléchir sur tout ce qui est plutôt que de chercher à embrasser et à connaître tout ce qui est. Merci en tout cas, professeur. Donc, mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que justement, on ne pourrait pas tout dire, en tout cas, concernant la philosophie, parce que c'est une entreprise, comme l'a dit le professeur Trévas. Professeur, voilà, donc nous sommes obligés un peu de sursoir cette séance, parce que le temps un peu nous presse. Et justement, nous comptons revenir et évidemment, comme nous l'avons programmé. Ce sera toujours un plaisir, c'est vrai, je vous l'ai dit. Je dis, il faut le dire, et le dire à ceux qui nous suivent. Qu'en réalité, ce chapitre-là, il est encore mieux. Et je souhaite que ceux qui doivent nous entendent. Okay. Ce chapitre-là, vous imaginez, vous le mettez dans le programme et on a dit que domaine 1, il en reste domaine 2, il en reste domaine 3, il en reste domaine 4 et nous n'avons vu que chapitre 1. C'est pourquoi les plus grands théoriciens, j'allais dire les plus grands professionnels de ce pays, ont suggéré à l'État de nous permettre au moins d'initier les élèves à la réflexion philosophique en classe de première. Si par exemple on avait une classe de première, nous pouvons nous consacrer uniquement à les initier à réfléchir sur ces différents chapitres que j'ai énumérés. Il y en a 4. Okay. Nous en sommes au premier chapitre et il en reste encore à dire et à faire. Mais n'empêche, nous essayons, tant bien que mal, un peu de les parcourir, de leur donner les grandes lignes et de compter sur leur abnégation, leur capacité à aller faire des recherches pour avoir une idée de tout ce dont nous avons fait abstraction. Voilà, justement, donc nous comptons revenir. Il faut revenir et avec beaucoup de plaisir. Voilà. Nous sommes là, comme je vous ai toujours dit. On a 8 heures de philosophie, c'est vrai, toutes les semaines. Et que vous veniez, qu'on révise ensemble en 1 heure ou en 2 heures, je dis c'est encore et encore un grand plaisir. Donc nous vous souhaitons toujours la bienvenue ici à De la Fosse. Merci beaucoup. Peut-être que profiter de l'occasion pour remercier. Nous avons eu écho quand même de tous ceux qui ont eu à suivre nos révisions l'année dernière et qui nous ont exprimé, évidemment par votre biais et par le biais de la chaîne Mourchid TV, la chaîne des valeurs, qui nous ont témoigné évidemment leur reconnaissance et leur appréciation. Donc nous en sommes très sensibles et nous ferons de notre mieux également pour continuer cette collaboration et continuer également à servir le public. Je dois remercier tous ceux qui ont appelé, inutile d'énumérer les noms, tous ceux qui ont témoigné évidemment de leur gratitude. Et je dois dire, avant de finir, 2 choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est de demander, nous sommes à l'école, c'est vrai, nous faisons des activités normales d'éducateurs, mais nous demandons également aux partenaires, nous demandons aux sponsors de venir vous accompagner dans cette tâche. Je vois que rien que pour faire une émission d'1 heure ou de 2 heures de révision, vous déployez tout un personnel. Où sont les acteurs qui s'agitent tous les jours sur le développement de l'éducation et de la formation? Où est la COSIDEP? Où sont, j'allais même dire, les syndicats? Il faut montrer à l'État qu'il n'y a pas de la grève à faire dans cet espace. Nous faisons toujours ce travail que personne ne voit. Et s'il y a des gens comme vous, évidemment, professionnels dans l'éducation, qui comprennent les enjeux, mais je dis que ces partenaires de l'école doivent venir vous accompagner pour que les conditions de réalisation soient encore des conditions beaucoup plus efficientes. Et je dois remercier tous ceux qui ont jusqu'ici témoigné leur attachement, leur solidarité. Mais je dois leur dire, venez dans cet espace. Nous connaissons beaucoup ces réseaux de télécommunications qui gagnent énormément de milliards sur le dos des contribuables. S'il y a des activités de cette nature, il faut venir les accompagner. Et je remercie pour finir une de mes tantes qui a vu la fois dernière, quand on a réalisé ces émissions, que nous étions toujours en tenue civile, tenue enseignant, pantalon, chemise. Il me dit, mais M. Kangui, quand vous faites la promotion des valeurs culturelles, il faut faire la promotion également de nos productions locales. Et il m'a dit que vous théorisez partout avec le chef de l'État, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est pourquoi il m'a dit aujourd'hui, pour aller à l'émission, je vais vous habiller et je vous habillerai pour tout le reste des émissions que vous aurez à faire. Je veux citer Madame Aïda Wan, elle est là à zone des voisins et qui a tenu le soin. J'ai été très surpris. Elle en a fait tout un paquet et je dois dire et rassurer aux élèves jusqu'à la fin de l'année, je pourrai m'habiller tous les jours sans avoir à débourser un seul centime. Je la remercie infiniment. Voilà ce que je tenais. Vraiment, ces partenaires-là vous entendent. Oui. Justement pour. Il faut qu'ils viennent. Parce que la pollution, il faudra le dire, elle coûte très cher. Très bien. Voilà, donc, mesdames et messieurs, c'était
c'était tout pour votre émission Révision. Comme vous l'avez senti, toujours avec notre brillant professeur, éminent professeur M. Kandji. Je pense que vous avez été très satisfait un peu de ses prestations. Nous vous donnons en tout cas un rendez-vous très prochainement avec lui pour un autre numéro de révision. D'ici là, passez une bonne suite de programme sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup. Merci aussi, chers amis.